Merci beaucoup. Merci à Kamel, merci à Maxime d'avoir organisé cette intervention. Je suis très très heureuse d'être là en fait, pour plein de raisons. Alors, au départ, quand on en a parlé, j'ai cru comprendre que ça portait spécifiquement sur les JO, donc je me suis dit super, c'est un sujet qui me passionne en ce moment, j'ai plein de trucs à dire, donc je vais venir parler de ça, ce sera un regard sociologique sur cette question. Et puis ensuite, j'ai vu l'intitulé en fait de la journée, donc je reprends travail bénévole, engagement social ou travail dissimulé, et je me suis dit, ah ouais, là c'est vraiment en fait ce sur quoi je travaille depuis 10 ou 15 ans, donc c'est beaucoup plus large. Alors, je vais vous dire un petit peu d'où je parle, qui je suis, sur quoi je travaille. Et donc, moi, je vais plutôt poser un cadre un peu large, un peu général sur les enjeux, en fait, de cette question qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, j'évoquerai la question des JO, mais je ne me centrerai pas là-dessus. Et je laisserai donc Simon, qui est beaucoup plus expert de la question, aborder ça plus précisément. On a échangé un petit peu, voilà comment on s'est organisé. Donc, d'où je parle, moi je suis donc directrice de recherche au CNRS, je suis sociologue du travail, dans un laboratoire qui est à l'université de Nanterre, donc je travaille sur l'université de Nanterre. Mais tout de suite, quand je précise sociologue du travail, je précise tout de suite sociologue du travail bénévole, du travail invisible, du travail gratuit. Donc voilà, c'est là que je me situe et du coup, j'ai pas toujours été sociologue du travail et je me suis même pas toujours identifiée en fait à ce corpus-là. Et je vais vous en dire deux mots. Alors je dis sociologue je vais peut-être démarrer tout de suite. Je vais peut-être vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée. Donc, j'ai publié en 2010 un bouquin qui s'appelait Travail bénévole, engagement citoyen ou travail gratuit. Donc, vous voyez, ça fait un peu écho à la question de la journée. Et puis en 2018, un petit livre qui s'appelle Travail gratuit, la nouvelle exploitation, point d'interrogation, qui proposait de poser les questions du travail gratuit aujourd'hui et des formes d'exploitation qui s'y construisent en repartant des analyses que les féministes avaient faites dans les années 70 sur le travail domestique. Donc en remobilisant en fait tout cet héritage d'analyse du travail gratuit qu'elles avaient construit, d'ailleurs parfois dans des controverses assez rudes, autour de la question du travail domestique comme travail gratuit et de la manière dont le capitalisme notamment ou le patriarcat se l'appropriait. Et donc j'ai remobilisé en fait ces travaux pour analyser d'autres formes de travail invisibles et gratuites aujourd'hui. Donc voilà un petit peu d'où je viens et d'où je parle comme sociologue. Alors je vais vous en dire quelques mots pour donner un peu des définitions à ces termes-là, pour que vous compreniez comment je les entends, et puis en illustrant aussi un peu avec des enquêtes. Parce que je suis sociologue, ça veut dire que je base, même si je peux dire des choses qui peuvent avoir l'air très théoriques parfois, j'ancre toujours mes réflexions dans des enquêtes empiriques, et c'est vraiment ces enquêtes qui m'ont fait bouger, en fait, au fur et à mesure de mon trajet, à commencer donc par ma thèse qui portait sur le bénévolat en France et aux États-Unis. On était à la fin des années 90, fin des années 90. Et donc, moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était la question de l'engagement bénévole. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas du tout née sociologue du travail. Moi, au départ, c'était l'engagement, la citoyenneté, c'était cette thématique-là. Donc, j'avais l'impression de faire de la sociologie politique en étudiant l'engagement bénévole en France et aux États-Unis. Et puis, en fait, au cours de ma thèse, j'ai été attrapée un peu par l'enquête que j'ai faite, parce que j'ai appelé à ce moment-là les dimensions du travail au cœur de la pratique bénévole. C'est quoi ces dimensions du travail ? D'abord, c'est le fait que moi, je fonctionnais par entretien. Donc, je rencontrais des gens qui étaient bénévoles dans plein d'associations différentes en France et aux États-Unis, et je leur demandais de me parler de leur pratique. Et j'ai constaté très vite que les mots qu'ils utilisaient pour parler de leur pratique, c'était le registre lexical du travail. Les gens me disaient « Ah ben moi je suis bénévole ici, je travaille avec les parents, ou je travaille avec les enseignants, ou je travaille avec les médecins un petit peu, mais surtout avec les infirmières, etc. » Donc le mot qui revenait dans leur bouche pour désigner en fait leur pratique, c'était « travail ». Ils disaient « Mon travail ici, c'est surtout de faire ça, etc. » Parfois ils se corrigeaient. Ils disaient « Enfin travail, on ne peut pas vraiment dire travail, hein, tu sais que ce n'est pas vraiment du travail. » Mais en tout cas, le registre spontané qui sortait, le lexique spontané, c'était celui du travail. Et moi, je ne pouvais pas ne pas entendre ça, et c'était ça en France et aux États-Unis. I work here, my work, I work with, etc. Non seulement c'était le registre lexical dans les entretiens, mais c'était le registre thématique. Quand les gens me parlaient de leur bénévolat, ce qu'ils me racontaient, c'était ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, comment ils avaient appris à le faire, les difficultés à le faire, pour qui ils faisaient, avec qui ils faisaient. Donc ils décrivaient ce que les sociologues du travail appelaient une matrice sociale du travail, c'est-à-dire mon travail pris, en fait, dans un lien collectif, avec des gens avec qui je fais, des gens pour qui je fais, un apprentissage de mon travail, des erreurs aussi, des difficultés, etc. Et puis surtout, et c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, ils faisaient toujours un lien
quel que soit l'âge des bénévoles que je rencontrais, quel que soit l'endroit où ils étaient dans leur carrière professionnelle, ils faisaient toujours un lien entre leur activité bénévole, dont ils me parlaient, et leur carrière professionnelle, mais alors prise au sens très large. Ça pouvait être, par exemple, j'interviewe un jeune qui est étudiant et qui me fait un lien entre le bénévolat qu'il fait aujourd'hui dans l'accompagnement scolaire et puis le travail d'un site qu'il aimerait peut-être faire, mais il n'est pas complètement sûr. Donc ça lui permet de tester sa vocation. Mais ça peut aussi lui permettre, comme certains le savent, d'obtenir des points de bonification pour entrer à l'IUFM, etc. Donc voilà, ça peut être en amont de la carrière, il y a un lien. J'ai interviewé évidemment des retraités qui me faisaient un lien, alors parfois avec le métier qu'ils ont exercé toute leur vie. Si je reste dans cet exemple de l'accompagnement scolaire, j'ai été un site toute ma vie, maintenant je suis à la retraite, j'ai monté une association d'accompagnement scolaire dans mon quartier parce que j'ai des compétences et j'ai envie que ça serve aux gamins du quartier. Mais j'avais aussi des gens qui me disaient, vous savez, moi, tout ce que j'aurais voulu faire pendant ma carrière, mais j'ai jamais pu le faire, c'est ça. Et maintenant je suis à la retraite, et maintenant je vais le faire. Maintenant je vais m'occuper des gamins, etc. Donc voilà, c'était des liens qui étaient faits, et puis évidemment entre les deux, tous ceux qui étaient en activité et qui faisaient des liens entre une prolongation sous un autre statut de l'activité professionnelle qu'ils faisaient, mais parfois aussi, moi j'aime pas mon boulot, je suis pas bien dans mon boulot, c'est un boulot difficile. Au moins dans mon association, je peux retrouver du sens en fait dans ce que je fais, du sens dans ce que je suis aussi comme citoyen. Donc voilà, des liens qui étaient en permanence faits, parfois de manière objective, parfois très subjective, entre carrière réelle, mais aussi carrière idéale, la manière dont je me pense aussi comme travailleur ou travailleuse, et la manière dont cette activité bénévole ou ces activités bénévoles viennent s'inscrire en fait dans ma carrière de travailleur et de travailleuse. Donc je suis sortie de cette thèse en me disant, bon ok, engagement, etc., c'est important, je vais le faire, mais en vrai, il y a plein de sociologues qui font des trucs super sur les mouvements sociaux, le bénévolat aujourd'hui comme nouvelle forme de participation politique, il y avait plein de travaux. Mais là, moi, je vois un truc qui sont ces dimensions du travail, là, dont les gens me parlent, qui ont très peu été étudiées. Et en vrai, ça avait été très peu étudié par les sociologues, parce que les sociologues du travail, ils avaient plutôt tendance à dire, le bénévolat, c'est là où mon boulot s'arrête. C'est le hors-travail, c'est le non-travail. Donc c'est ce qui vient délimiter la frontière. Mais la frontière de mon territoire d'études, moi je travaille jusqu'au bénévolat. Après c'est autre chose, c'est du hors-travail, c'est du loisir, c'est de l'engagement, etc. Sauf les chercheuses, quelques chercheuses, dont des chercheuses féministes, qui, par tout le travail qu'elles avaient fait sur la question du travail domestique, avaient une sérieuse méfiance par rapport à cette frontière entre travail et hors-travail. Et du coup, moi, j'ai décidé de poursuivre en fait ce fil-là de la question du travail bénévole en m'appuyant de plus en plus sur ces travaux des féministes. Alors, pas simplement sous sa dimension subjective, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de prolonger cette question ces dimensions, ce que j'appelais ces dimensions du travail au cœur du bénévolat, il m'apparaissait aussi très fortement dans ce début des années 2000, au milieu des années 2000, 2000-2010, autour de plein d'enjeux très objectifs qui étaient par exemple tout le développement d'une littérature autour du management des bénévoles, de la gestion des ressources bénévoles qui était en train de saturer le monde associatif, avec comment vous devez bien gérer votre ressource humaine bénévole, la gestion par projet des bénévoles, comment vous devez signer aussi des chartes, voire des contrats d'engagement avec vos bénévoles. Et puis à côté de ça, et en même temps de ça, se développait aussi, je me rendais compte, toute une jurisprudence, je pense que Simon t'en reparlera, mais autour du travail bénévole. Il y avait eu plein d'affaires dans les années 2000-2010 de bénévoles qui avaient été amenés devant les tribunaux, en fait, leur engagement bénévole en disant non, là, en fait, il y a un enjeu de contrat de travail, là, il y a du travail dissimulé. Et quand ça n'avait pas été porté par des bénévoles, ça avait été porté par l'inspection du travail, ça avait été porté par l'URSSAF, aux États-Unis par le Department of Labor. Donc je découvre toute une littérature qui pose aussi sacrément, mais à un autre niveau, au niveau juridique cette fois, la question des frontières entre qu'est-ce qui serait du bénévolat et qu'est-ce qui serait du travail ou de l'emploi, qui relèverait donc d'un contrat de travail, et donc du coup s'il ne s'y inscrit pas, devient, qu'on le veuille ou non, quel que soit ce que les gens en pensent, le bénévole ou l'association qui l'utilise, devient objectivement du travail dissimulé. Donc je me familiarise aussi un peu avec toute cette littérature, je me familiarise aussi avec le fait que tout ça va pas de soi dans le monde associatif. Donc je vous le dis, il y a des bénévoles qui intentent des procès contre leur association. Mais il y a aussi des bénévoles qui ont fait une grève en 2010
la grève des bénévoles des Restos du Cœur. Ça, c'est un truc qui me passionne. Je vois ça dans un article de Libé. Alors, il y a des guillemets à grève, parce que le journaliste n'ose pas dire grève, parce qu'on sait bien que les bénévoles, c'est pas des vrais travailleurs. En même temps, je me dis, tiens, c'est intéressant, des bénévoles qui arrêtent la production, en fait, pour exprimer un désaccord. Et donc, moi, je suis un peu curieuse, donc j'arrive à trouver, en fait, un des leaders de la grève, avec qui je fais un entretien assez long pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement une mobilisation collective de bénévoles qui, à un moment donné, voyant que la direction des Restos du Cœur de Paris a décidé de remplacer la distribution de plats chauds par des sandwichs, toute une partie des bénévoles dit « ben non, en fait, nous, on n'est pas là pour distribuer des sandwichs ». En plus, distribuer des sandwichs, ça pose quand même question, parce qu'il y a un peu le côté, s'ils ont vraiment faim, ils viendront chercher les sandwichs, et puis ceux qui venaient juste pour un repas chaud qui n'ont pas vraiment faim. Donc il y a un tri aussi dans la population. En tout cas, c'est comme ça que le ressentent une partie des bénévoles, comme un tri entre les vrais pauvres et les mauvais pauvres. Et donc ils disent, moi je ne me suis pas engagé pour ça. Et donc il y a tout un groupe de bénévoles, des Camions du Cœur, qui est un groupe très soudé en fait, et qui décide de dire, d'abord de faire part de leur désaccord auprès de la direction, constatant qu'ils ne reçoivent pas d'écoute, ils disent c'est bien simple, nous on va se mettre en grève puisqu'on ne nous écoute pas. Et donc ils vont sur leur site, ils préviennent les bénéficiaires, ils disent on ne sera plus là la semaine prochaine pour distribuer parce qu'on n'est pas d'accord. Et donc il y a tout un conflit, bon je vais aller assez vite mais c'est une histoire passionnante, ils vont quand même faire grève, la direction va envoyer des bénévoles à leur place pour que la distribution ait bien lieu. Et puis la direction va radier de l'association les bénévoles qui auront mené la grève. Donc là, on n'est pas dans un conflit du travail, moi je sais plus ce que c'est qu'un conflit du travail. Donc j'ai été chercher effectivement. Donc voilà, un autre exemple pour vous dire que, à ce moment-là, je fais une enquête aussi aux États-Unis sur le volontariat, donc cette forme d'engagement bénévole indemnisé, et je rencontre des jeunes volontaires qui me disent on a essayé de monter un syndicat, on travaille dans l'association 25 heures ou 30 heures par semaine, avec une petite indemnité, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit à un syndicat. Donc voilà, je me confronte aussi à la question de la syndicalisation des volontaires. Donc voilà, je me dis, bon, là, il y a un truc qu'il faut aller creuser. Donc, je propose de laisser un peu de côté la question de l'engagement, sans dire qu'elle, évidemment, elle ne se pose pas, mais de dire peut-être on a beaucoup regardé cette pratique sous l'angle de l'engagement, et pas suffisamment sous l'angle du travail. Et donc, c'est cette sociologie du travail, et du travail invisible comme travail, que je vais essayer de construire avec d'autres. Et donc, je vous le disais, en m'appuyant en partie sur les travaux de la sociologie féministe qui s'est posé largement la question du travail invisible. Et puis, je vais glisser de travail bénévole, travail invisible, à la question du travail gratuit, qui est un terme un peu plus fort, qui est un terme un peu différent, à un moment donné où, toujours à cause d'une enquête, je vais me poser la question, pas simplement de qu'est-ce que ça veut dire que ce travail qui n'est pas reconnu comme travail dans notre société, ni par le salaire, ni par le droit, ni par les termes qu'on utilise, voilà, mais qui pourtant est au cœur de nos associations, de nos services publics, parfois de nos entreprises aussi. Donc voilà, je vais aller un petit peu plus loin justement en me posant la question des usages de ce travail. Qui utilise en fait ce travail bénévole, ce travail gratuit? Cette question, elle va très fortement se construire pour moi dans une enquête que j'ai faite aux États-Unis, et ce coup-ci uniquement aux États-Unis, avec un collègue américain qui s'appelle John Krinsky. Donc John Krinsky, c'est un chercheur américain qui est spécialiste du workfare. Le workfare aux États-Unis, c'est cette obligation qui a été faite aux allocataires de l'aide sociale de devoir donner des heures de travail s'ils voulaient continuer à toucher leur allocation. C'est quelque chose qui a été généralisé dans l'ensemble du pays en 1997 sous Bill Clinton, je le rappelle, mais qui a été fortement construit sous Ronald Reagan. Reagan, dès les années 80, il y va à fond sur cette histoire de la contrepartie qu'il faut demander aux allocataires, mais de manière très violente, avec toute la construction d'une figure racisée, sexiste, qui serait la welfare queen, cette femme noire des quartiers populaires de Chicago, qui empocherait les allocations sans jamais rien faire. Et donc il y a eu tout un discours extrêmement violent qui va se construire, mais qui va petit à petit faire son chemin, et qui va faire qu'on va arriver à réformer l'aide sociale aux États-Unis en demandant une contrepartie obligatoire aux allocataires de l'aide sociale au milieu des années 90. La ville de New York, comme plein d'autres villes aux États-Unis, sera pionnière. Dès les années 80, en fait, on a des programmes de workfare qui sont mis en place à New York. Et on va demander à des allocataires de l'aide sociale de donner 20, 25, 30 heures. Si elles veulent, ils veulent, mais je dis elles à dessein parce que c'est beaucoup des femmes noires seules avec enfants, ou latinas, donc des femmes racisées seules avec enfants, qui sont dans ces programmes et qu'on va envoyer tout d'un coup
presque du jour au lendemain, hein, faire 20, 25, 30 heures de travail pour continuer à toucher leur allocation. Donc mon collègue John Krinsky est spécialiste de cette question, notamment à New York, et spécialiste aussi des mobilisations qu'il y a eu contre le workfare à New York, par des associations, par des syndicats, par des avocats, etc. Et moi, je suis à la fac de New York en train de présenter mon travail sur le bénévolat comme travail, etc. Et j'ai une collègue qui me dit, c'est quand même intéressant ce que tu fais, mais ça me fait penser au travail de ce chercheur américain John Krinsky. Alors, pas du tout sur le bénévolat, lui c'est sur l'aide sociale, donc c'est opposé, parce que c'est pas des gens qui choisissent de faire des choses gratuitement, c'est des gens qu'on contraint à donner des heures de travail gratuit. Mais elle me dit, il a la même obsession, elle a très bien choisi ses mots, elle m'a dit, il a la même obsession que toi, il veut les regarder comme des travailleurs et des travailleuses, et il se pose la même question que toi, qu'est-ce qui se passe si on regarde les allocataires de l'aide sociale, pas simplement comme des allocataires, des bénéficiaires, des assistés, mais comme des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce qu'on voit, en fait, des transformations de l'aide sociale, mais aussi des transformations du travail. Donc moi, ça, évidemment, le lendemain, j'étais à la bibliothèque, j'ai dévoré la thèse de John Krinsky, je rentrais en France après, 2 mois après, je revenais aux États-Unis, je lui ai écrit avant de partir, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer, bon, voilà, on a un peu les mêmes enjeux. Bon, on s'est rencontrés, ça a matché, et on a décidé de mettre en place une enquête ensemble, en prenant un petit service public qui était le département des parcs de la ville de New York, où lui avait vu qu'énormément d'allocataires de l'aide sociale avaient été envoyés faire leurs heures dans les années 80 et 90, donc il le savait. Et moi, je savais qu'il y avait énormément de bénévolat et de formes de volontariat ou de service civique aussi dans les parcs. Donc je me disais, bingo, on a un petit service public qu'on peut étudier en disant, attention, il n'y a pas que les travailleurs et travailleuses que tout le monde a en tête dans ce service public, ceux qui sont payés, rémunérés, voire syndiqués. Il y a aussi tous ces gens qu'on ne regarde pas comme des travailleurs et des travailleuses, mais qui, au concret, au quotidien, font fonctionner ce service public. Et en fait, on avait assez bien choisi notre terrain parce qu'on a pu montrer, donc en remontant en fait depuis les années 70, on a documenté patiemment comment petit à petit la ville de New York en fait a eu recours de manière de plus en plus importante, d'un côté à des milliers de bénévoles, des bénévoles qui peuvent être des bénévoles d'entreprise, donc des bénévoles où des entreprises font des partenariats avec la ville et envoient leurs salariés faire du bénévolat dans les parcs, des voisins, des bénévoles. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, la ville de New York est rentrée dans un partenariat public-privé avec une grande fondation privée et ils ont mis énormément d'argent, donc ça s'appelle Partnership for Parks, énormément d'argent a été mis par cette fondation privée, mais aussi par la ville de New York pour développer et généraliser et soutenir le bénévolat dans tous les parcs de la ville. L'idée, c'est qu'à terme, tous les parcs devraient avoir son association de gardiens, qui aurait les clés du parc, qui viendrait vérifier dans quel état est le parc, qui travaillerait main dans la main avec la municipalité. Et donc je précise, de l'argent mis en place par une fondation, mais aussi de l'argent dépensé par la municipalité de New York. Donc c'est aussi de l'argent public, hein, ça coûte aussi. Et à côté de ça, dans la même période, on voit se développer, là aussi de manière exponentielle, le recours aux allocataires de l'aide sociale dans ce petit service public. Alors je vous donne juste quelques chiffres pour avoir en tête des ordres de grandeur. En 1975, donc juste avant la grande crise budgétaire de la ville de New York, il y a 7000 fonctionnaires municipaux qui nettoient les parcs de la ville de New York. Et je dis des fonctionnaires municipaux qui ont un statut très particulier à New York, parce qu'ils sont la deuxième catégorie de fonctionnaires municipaux à avoir remporté le droit syndical sur New York. Donc c'est des gens qui se sont battus pour être des syndiqués. Parce qu'à l'époque, vous savez, aux États-Unis, on ne donne pas le droit syndical au public, on l'a donné au privé, mais au public, en fait, les gens ont dû se battre localement pour obtenir le droit syndical. Les fonctionnaires municipaux qu'on appelle des parkies à l'époque, hein, les parkies se sont enfermés dans une cage dans Central Park pour attirer l'attention des médias, du politique et tout, en disant, voilà, nous, on est en fait la seule espèce de travailleurs qui n'avons pas de droits. Donc c'est une catégorie de travailleurs qui se sont énormément mobilisés, qui sont une catégorie très importante symboliquement à New York. Tout le monde, dans chacun a son parc, et dans chaque parc, on avait son parquise qui représentait un fonctionnaire municipal qui s'était battu pour ses droits, et qui était un métier donc protégé, en fait, des règles de la fonction publique municipale et du droit syndical, avec un syndicat assez fort, DC 37, qui les protégeait. Ils étaient 7000 en 1975. Quand on commence l'enquête avec Krinsky en 2007-2008, ils sont 2000, ces fonctionnaires municipaux. Et donc, ce qu'on va documenter avec Krinsky, c'est la montée à côté de toute une
tout un statut, toute une multiplicité de statuts de travailleurs. Alors il y aura des salariés associatifs, je pourrais en dire deux mots, qui vont arriver, donc qui relèveront du privé, qui vont faire le même métier qu'eux, mais pas du tout avec les mêmes droits. Et le syndicat va essayer de les syndiquer, en fait, en disant on suit le travail, il est passé vers le privé, nous on doit représenter ces travailleurs. Moi j'ai suivi la campagne syndicale avec le syndicat, ça a été un échec terrible et on pourra revenir là-dessus, sur le rapport à l'employeur associatif. Mais à côté, en plus de ces salariés associatifs, il y a aussi donc ces bénévoles et ces allocataires de l'aide sociale. Au milieu des années 90, ils étaient 7000 allocataires de l'aide sociale à nettoyer les parcs et jardins de la ville de New York. Donc on parle d'armée d'allocataires de l'aide sociale. Je vous donne juste, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je prends encore 5 minutes, si ça vous va. Ça vous va 5-10 minutes? Ok, d'accord. Mais parce que voilà, j'aime bien ancrer dans la recherche. Une des premières enquêtes, enfin un des premiers entretiens qu'on fait avec Krinsky, c'est avec c'est pas le premier, mais c'est dans les premiers, un haut fonctionnaire d'un des quartiers de la ville de New York, qui est en charge d'une des boroughs, en fait. Vous savez, il y a Manhattan, le Queens, le Bronx, etc. Donc lui, il est en charge d'une de ces boroughs. Il est en charge de l'entretien et du nettoyage des parcs dans toute sa borough. On le rencontre pour qu'il nous parle un peu du travail et qu'il nous donne accès à des travailleurs, à des travailleuses sur le terrain. Et donc, il nous parle de l'entretien des parcs, il nous explique comment ça marche, les différentes catégories de travailleurs et travailleuses. Et puis, à un moment donné, il nous dit, il y a quelque chose que vous devez savoir quand même sur le travail donc on est en 2007, dans les parcs de la ville de New York. C'est qu'à un moment donné, nous, la ville, on a été mis en concurrence avec le secteur privé pour voir si ça ne coûtait pas trop cher de garder le nettoyage des parcs dans l'enceinte du secteur public et s'il ne fallait pas mieux plutôt l'externaliser vers des entreprises privées qui du coup prendraient en charge tout le nettoyage des parcs. Et il nous dit donc il y a eu une expérimentation qui a été menée dans plusieurs quartiers du Queens où on a mis en concurrence la manière dont la municipalité nettoyait les parcs et la manière dont une entreprise privée pourrait nettoyer les parcs pour voir ce qui était le plus rentable économiquement. Et il nous dit à Krinsky et à moi, très fiers, que la ville de New York a gagné l'audit contre l'entreprise privée. Et il nous dit, we have something corporations don't have, free labor. Nous avons quelque chose que les entreprises n'ont pas, du travail gratuit. Et ce travail gratuit qu'il a en tête, parce qu'il nous l'explique, c'est pas du tout caché, il nous dit, ce travail gratuit, c'est celui de ces milliers d'allocataires de l'aide sociale qui ont sauvé, c'est ces termes, le département des parcs, en arrivant dans les années 90 pour nettoyer, en fait, les parcs et les jardins, alors qu'on avait une attrition, un non-renouvellement, en fait, du nombre de fonctionnaires municipaux. Et puis un peu plus loin, il nous dit, puis c'est pas que, c'est aussi tous ces bénévoles sur lesquels on peut compter. Moi, dans tel district, j'ai plus de jardinier. Eh bien, je sais que j'ai telle et telle association de voisins qui va s'occuper de l'entretien des jardins de tel et tel parc. Moi, à tel endroit, il me manque du personnel. Je sais qu'il y a Madame Untel qui veille sur le parc, qui passe avant les inspections et qui m'appellera s'il y a des briques vertes, des seringues, etc. dans les parcs. Donc voilà. Donc en fait, il est très clair dans son discours. Ce qui a sauvé de la privatisation le département des parcs, c'est sa gratuitisation. C'est ce travail gratuit qui a reposé alors sur deux catégories de travailleuses, je ne vais pas dire essentiellement, majoritairement, puisque du côté des allocataires de l'aide sociale, on est essentiellement face à des femmes, mais c'est la même chose aussi du côté des bénévoles dans les parcs, ce sont majoritairement des femmes aussi. Et donc c'est par la gratuitisation du travail de ces femmes que tout oppose, en termes de hiérarchie sociale, on est vraiment là sur deux espaces très très loin de la hiérarchie sociale, entre les grandes bourgeoises de Central Park. Moi j'ai fait du terrain, du bénévolat à Central Park, etc. Je me suis retrouvée avec des femmes qui vivent au-dessus, sur la 5e avenue, qui descendent nettoyer le parc, comme si c'était leur propre jardin, qui financent aussi par la philanthropie, l'association qui s'occupe du parc, etc. Donc on est là dans des espaces du monde social très 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 élevés. Et puis ces femmes allocataires de l'aide sociale qui vont traverser la ville, qui sont dans des états de précarisation et de domination aussi, avec des enjeux très forts aussi, donc des travailleuses non reconnues comme telles et non inscrites dans les statuts, dans la rémunération et dans la protection que devrait apporter le travail. Il y a énorme. Nous, on a été virés du terrain, je fais une parenthèse avec Krinsky, parce qu'on avait mis en lumière qu'il y avait des formes de harcèlement sexuel et toute une économie sexuelle en fait dans les parcs qui reposait en partie sur la précarité de ces statuts-là. Donc voilà, il y a des enjeux très forts en fait. Dès qu'on ouvre en fait le travail au-delà du travail rémunéré,
on ouvre aussi l'espace social des travailleurs et des travailleuses. Hein. Et nous, donc, on a eu vraiment, on a circulé dans un espace social, parfois dans la même journée, extrêmement large, en fait. Mais c'est ça aussi, prendre en compte le travail invisible. Donc, la question du travail gratuit, pour moi, elle s'est posée dans cet enjeu de l'utilisation de ce travail invisible comme tel, de ce travail non reconnu comme tel. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir avec des questions comme est-ce qu'il n'y a pas des formes d'exploitation? Est-ce que c'est pas ça le mot? Est-ce que je peux parler d'une forme d'exploitation quand je parle des bénévoles? Est-ce que je peux parler d'une forme d'exploitation quand je parle des allocataires de l'aide sociale? Bon, ça avait été plus... Voilà. Donc j'ai commencé à me retrouver avec des termes qu'on ne trouvait pas très fortement mobilisés dans la sociologie du travail associatif à l'époque. Et la sociologie féministe et la sociologie, la sociologie féministe du travail m'a donné énormément d'outils, d'espace de réflexion, de mobilisation, d'autorisation aussi, à glisser vers cette économie politique, une économie politique, marxiste, féministe, en fait, qui posait autrement un peu la question du travail, des rapports d'exploitation, mais aussi en ouvrant à la question du travail invisible, d'autres formes de travailleurs et de travailleuses, qui certes, elles ne sont pas reconnues comme telles de l'extérieur, mais je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain, dans les parcs de la ville de New York, tout le monde sait que ces gens travaillent. Les panneaux, c'est « Volunteers at Work » à Central Park. Hein. Les discours des petits fonctionnaires municipaux qui gèrent tout un arrondissement, ils vous parlent de comment ils gèrent avec une catégorie de travailleurs, de travailleuses, etc. Donc c'est quand on monte dans les échelons de la hiérarchie que là on vous dit « Non mais vous rigolez les bénévoles, non, mais c'est juste des gens à qui on met des médailles, etc. » Mais non, mais bien sûr qu'on ne s'appuie pas sur le travail des bénévoles. Bon, les allocataires de l'aide sociale, ils ont plus de mal à dire qu'ils ne s'appuient pas sur le travail. Voilà, donc je vais peut-être juste terminer sur la chose que je voulais soulever avec vous en 2 points. Et puis après, évidemment, je serai prête à revenir sur plein de questions. Mais je pense que cette question du travail invisible, du travail bénévole, du travail gratuit, tel que je l'ai élargi, vous avez compris, au bénévolat, mais aussi aux formes de travail contraintes, non pas choisies, mais aussi au statut hybride, comme les volontaires, le service civique, sur lequel j'ai beaucoup travaillé seul et avec des collègues, je pourrais y revenir, mais aussi les stages non rémunérés, etc. Toutes ces formes, en fait, de travail non reconnues comme telles, parce qu'elles sont reconnues comme autre chose, de la citoyenneté, de la formation, de l'engagement, de la solidarité, de la réinsertion, de la passion, de l'amour, nous disaient les féministes avec le travail domestique, hein, de la féminité. Donc toutes ces choses qui ne sont pas valorisées comme du travail, mais parce qu'elles sont valorisées comme autre chose aujourd'hui, elles participent au fonctionnement de nos associations, de nos services publics, parfois même de nos entreprises, voire tout le capitalisme de plateforme qui s'appuie énormément sur le travail gratuit aussi. Et en même temps, c'est pas facile de s'attaquer à ces questions-là. C'est pas facile de s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler ce déni de travail au nom de valeurs. Hein. C'est pas facile à démonter pour plusieurs raisons. Et je vais juste soulever les raisons pour lesquelles c'est pas facile de s'y attaquer, tout en vous disant ensuite pourquoi je pense que c'est central de s'y attaquer, notamment pour les organisations syndicales, et tout particulièrement aujourd'hui. Je pense que c'est pas facile de s'y attaquer, d'abord parce que, je vous l'ai dit, on travaille gratuitement au nom de valeurs. L'engagement, la citoyenneté, la passion, la solidarité, l'amour, je veux dire, c'est très compliqué en réalité de s'attaquer à ces choses-là ou d'être contre ça. Je vous ai dit que j'ai suivi la campagne syndicale de tentative de syndicalisation des salariés des associations qui s'occupaient aujourd'hui des parcs et qui faisaient exactement le même travail que les fonctionnaires municipaux, mais sans les mêmes droits, sans la même rémunération, etc. Qu'est-ce que disait l'organisateur responsable de la campagne? Moi, j'étais organisateur bénévole, donc j'étais dans les discours de speech, en fait. Il disait exactement le même pitch que Krinsky et moi. Depuis 1975, on a des salariés du secteur privé, enfin associatif, qui nous remplacent, qui remplacent notre boulot. Depuis 1975, on a des armées d'allocataires de l'aide sociale qui aussi petit à petit sont 20h, 35h, font le même travail que nous, mais dans des conditions, etc. Depuis 1975, on a une montée aussi des bénévoles de toutes sortes, etc. Et là, il s'arrête et dit, mais le bénévolat, on n'y touche pas. On ne peut pas être contre ça, c'est trop compliqué, on ne s'y attaque pas. Donc le discours du syndicat était très clair. Le bénévolat, on ne peut pas s'y attaquer, c'est la solidarité des citoyens et des citoyennes. C'est trop compliqué de construire un discours contre ça. En 1975, pourtant, le syndicat avait vu venir la chose, hein, quand le maire avait décrété crise fiscale
dans la ville de New York. On va appeler tous les citoyens à retrousser leurs manches et à prendre en charge toute une partie du travail des services publics qu'on ne pourra plus financer. Le syndicat du service public de l'époque, on l'a retrouvé dans les archives avec Krinsky, avait dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? C'est les bénévoles qui vont remplacer le boulot qu'on ne peut plus financer dans les services publics. Ça pose quand même des sacrées questions. Il va falloir qu'on discute de tout ça avec la mairie. » Mais aujourd'hui, à l'époque actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Apparemment, c'est compliqué parce que, je vous l'ai dit, c'est aussi compliqué. Je vous l'ai dit, hein, j'étais organizer bénévole, moi. C'est comme ça que j'ai pu faire mon terrain. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nos organisations militantes, syndicales, etc., elles fonctionnent aussi beaucoup avec du travail bénévole. L'enjeu de service civique, par exemple, on a beaucoup de volontaires, on a quand même, peut-être pas beaucoup, mais on a des volontaires qui sont dans les syndicats aujourd'hui. Donc c'est pas hyper simple aussi pour les syndicats d'aller dénoncer l'usage qui est fait, par exemple, aujourd'hui par les services publics, parce que vous savez tous que le volontariat aujourd'hui, le service civique, c'est plus simplement dans nos associations. Le service civique, depuis 2015, par une politique par le haut, gouvernementale, il a été élargi à tous les services publics. Donc vous avez des services civiques aujourd'hui à Pôle emploi, vous avez des services civiques dans les écoles, dans les préfectures, etc. C'est pas hyper simple de venir déconstruire ou dénoncer ce statut-là quand soi-même, en tant qu'organisation, on repose aussi en partie sur ce travail-là, sur ce travail gratuit, sur ce travail non reconnu comme tel. Et puis, si on le fait en tant qu'organisation syndicale et militante, c'est pas juste parce qu'on veut utiliser ce travail, c'est parce qu'on a aussi des bonnes raisons de le faire. Comme on le voit dans les services civiques, avec les services civiques dans les services publics, c'est toute cette économie de la promesse qui régule aujourd'hui le fonctionnement de notre marché du travail et dont tout le monde a bien conscience aujourd'hui, c'est-à-dire ce discours qu'on tient un peu plus ou moins explicitement de « oui, on travaille gratuitement aujourd'hui en tant que bénévole, mais ça permettra de trouver le boulot qu'on espère avoir demain. » Moi, par exemple, les syndicalistes, j'ai fait une enquête sur le développement du service civique dans les services publics avec des collègues, une enquête collective avec Sophie Rétif, Francis Lebon et Florencia Daden. Qu'est-ce qu'on entendait en fait? Même par des syndiqués dans les services publics, à l'école par exemple, où on nous disait oui, ces volontaires en fait ils sont indispensables au fonctionnement de mon école. Et puis on sait que donc moi j'en ai besoin, puis on sait que quand ils sont là, ça les aide eux aussi plus tard à trouver du travail. Donc en fait, nous ça nous aide, eux ça peut les aider aussi dans leur formation, dans leur carrière professionnelle. Et du coup on a toute cette économie de la promesse, ce que des sociologues américains ont appelé le hope labor, donc le travail de l'espoir. Donc travailler gratuitement aujourd'hui dans l'espoir de décrocher le boulot de ses rêves demain, qui s'est complètement en fait généralisé, normalisé, institutionnalisé aussi dans le fonctionnement du marché du travail aujourd'hui, avec cette idée que tu es bénévole aujourd'hui, tu seras peut-être volontaire demain avec une petite indemnité, peut-être stagiaire un peu rémunéré après-demain, un emploi tremplin, et puis un jour peut-être un vrai emploi. Et ces carrières, on parlait de zone grise tout à l'heure, ce que ça construit, c'est que ça normalise, ça institutionnalise par des statuts, et ça socialise aussi à cette zone grise entre le bénévolat, le travail gratuit pur et l'emploi, avec cette idée que c'est un peu un passage obligé, avec cette idée que en fait, ça nous socialise aussi à l'absence d'emploi. Je fais ça parce qu'il n'y a pas d'emploi, donc je vais être bénévole, je vais être volontaire, je vais le faire en tant que stagiaire. De toute façon, on ne me proposera pas d'emploi pour le faire. Donc ça nous socialise à l'absence d'emploi. Ça nous socialise aussi à l'attente de l'emploi. Pendant ce temps-là, on est sage, on se tient sage, et puis on se tient active, productive, en attendant l'emploi. Et puis ça nous socialise aussi à la déconstruction de l'emploi, qui se joue au détricotage de toutes les institutions qui étaient au cœur de l'emploi, ce que Friot appelle les institutions du salariat au cœur de l'emploi, la cotisation sociale, la sécurité sociale, le droit syndical, etc. Quand vous êtes en service civique, par exemple, vous avez certains droits sociaux, mais pas tous. Vous avez une indemnité, mais ce n'est pas un salaire. Quand vous êtes en service civique à Pôle emploi, vous ne cotisez pas au chômage. Donc voilà, en fait, on a des bouts de ce qui constituait le statut du travailleur et de la travailleuse protégée. Et on se socialise aussi à accepter d'avoir des petits bouts et pas l'ensemble. Donc c'est aussi une socialisation à l'attaque et à la déconstruction des statuts et des institutions au cœur de l'emploi. Pourquoi c'est important de mener quand même cette attaque aujourd'hui, de prendre conscience de toutes ces difficultés
et de la mener aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un contexte politique et d'économie politique de potentialité d'usage maximal et d'invention maximale de statut de travail gratuit. On a institutionnalisé tout ce qu'on pouvait institutionnaliser déjà, hein. Et puis on en crée des nouveaux. Bon, là, la réforme du RSA, moi je suis pas très surprise. Ça fait 15 ans que je dis en France, ça va arriver. On me dit, mais non, t'as trop traîné aux États-Unis, arrête, nous on est le pays de l'insertion, on fera jamais ça, etc. Bon ben voilà, on l'a eu de manière bien. Alors on a notre ministre du Travail qui continue à dire, ce sera pas du travail, ça n'est pas du travail, c'est 15 heures, ça n'est pas du travail, arrêtez. Bon, voilà, ça sera pas du travail, ce sera de la remobilisation, ce sera bon. Moi je vous mets ma main à couper que ce sera du travail, que c'est déjà du travail en réalité. C'est déjà du travail, les enquêtes, les peu d'enquêtes qu'on a, les peu de visibilité qu'on a sur les expérimentations aujourd'hui. Voilà. Mais moi, avant même la réforme, avant même que ça soit un enjeu, en 2018, je menais des enquêtes exploratoires dans des départements français où des collectivités locales avaient mis en place des programmes de bénévolat pour leurs allocataires du RSA, où on avait le maire, vous pouvez le trouver, je l'ai écrit en 2018, le maire de la ville réunissait tous les allocataires et disait, voilà, c'est pas compliqué, c'est win-win. Vous nettoyez les plages pour moi, et moi, je parle de vous aux entreprises du coin, et je vous aide à trouver du travail. Donc en fait, c'était pas inscrit dans les textes. À l'époque, on avait même le tribunal administratif qui avait dit, pas le droit, on peut pas l'imposer comme ça, quand le Haut-Rhin avait essayé de le mettre en place, etc. Mais c'était déjà en place, cette logique de la contrepartie attendue en travail gratuit des allocataires. Donc, voilà, je pense que là, on est à un moment donné d'attaque aussi contre le travail stable dans le financement du travail et le statut du travail dans les services publics, qui me fait dire que, voilà, les services civiques dans les services publics, aujourd'hui, à Pôle emploi, hein, quand ils ne sont pas là, les conseillères municipales doivent les remplacer. Parce que le travail que font ces services civiques à Pôle emploi est indispensable au fonctionnement de Pôle emploi. Donc on est déjà dans je pense qu'on est loin d'avoir levé le rideau, d'avoir mis la lumière sur la manière dont ce travail gratuit fait déjà fonctionner de plein de manières en réalité nos services publics, et les attaques qui sont faites contre la fonction publique risquent fort de pousser à sa démultiplication. Et du coup j'avais envie d'inverser la question qui était posée dans le texte que vous aviez mis là, pour la journée d'aujourd'hui. Vous aviez posé la question suivante. Dans quelle mesure le bénévolat permet-il... Non. Ouais, je vais le retrouver. C'était la question, voilà. Quelles conséquences la croissance du bénévolat a sur les services publics, l'emploi et les conditions de travail? Moi, j'avais envie de renverser la question. Quelles conséquences l'État ou le traitement des services publics, de l'emploi et des conditions de travail a sur la croissance du bénévolat? Dans le sens où il faut penser la manière dont ces pratiques de bénévolat, de volontariat, etc., elles sont aussi l'objet de politiques publiques, elles sont institutionnalisées, elles sont soutenues par les pouvoirs publics. Le volontariat dans les services publics, c'est vraiment une politique par le haut. C'est le président qui réunit tous les ministères et qui leur dit « il va falloir me trouver des missions de services civiques dans tous les ministères parce qu'on va l'universaliser à l'ensemble des services publics. » Donc voilà, il faut le poser dans l'autre sens, la question. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point. Donc pourquoi c'est indispensable, à mon avis, de poser cette question aujourd'hui? Et pourquoi c'est le bon moment pour le faire? Parce que je pense que malgré le panorama un peu déprimant que j'ai pu adresser, et un peu rouleau compresseur du fonctionnement du capitalisme aujourd'hui, je pense qu'il y a des brèches dans ces usages en ce moment. Et que ces brèches, il faut s'y engouffrer pour mener les combats qu'on peut mener. Il y a des brèches qui ont été ouvertes par des conflictualités qui se sont construites récemment autour de l'usage du travail gratuit. J'ai en tête, par exemple, toute la mobilisation des couturières solidaires pendant le Covid, qui, après avoir fait des milliers de masques, parce qu'elles voulaient le faire, parce qu'elles savaient coudre, parce qu'elles trouvaient que c'était normal de s'engager, de faire des masques, à un moment donné, ont interpellé les pouvoirs publics en disant « Oh, ok, on a fait beaucoup de masques, on a voulu participer par un élan solidaire à la situation actuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire, là, quand toutes les collectivités publiques, les mairies, les départements ouvrent des pièces entières avec des machines et appellent... » Alors là, il n'y a même pas de genre, un neutre, enfin, il y a même pas de... On n'est même pas au neutre, là, très clairement, on appelle les
couturières, hein, c'est très clair, à venir s'engager bénévolement pour faire des masques. Et des couturières, dont certaines dont c'était par ailleurs le métier, stylistes, couturières, designeuses, etc., costumières, ont dit mais en fait notre travail il n'a aucune valeur. On ne peut pas à un moment donné dire en fait ce travail on va le payer à un moment donné. Il y a eu un élan solidaire au début du Covid, c'est super, mais maintenant qu'on est en train d'industrialiser la production de masques, est-ce qu'on va l'industrialiser bénévolement sur le dos des femmes avec toute cette naturalisation de d'abord vous êtes des femmes, vous savez coudre, et puis en plus vous avez bon cœur, donc vous êtes solidaires, donc c'est normal. Et donc elles se sont mobilisées et leur mobilisation a été fortement médiatisée. Et elles ont posé cette question avec le collectif Les Masques en France et en Belgique aussi, de poser la question de jusqu'où on va attendre qu'on travaille gratuitement. Donc il y a eu cette interpellation. Elles n'ont pas été très fortement soutenues par les syndicats, je le dis parce que moi j'ai suivi leur mobilisation. Tout le monde a trouvé que c'était super ce qu'elles faisaient, mais personne ne les a véritablement aidées à aller jusque devant les tribunaux pour requalifier une partie du travail. Je rappelle quand même que certaines entreprises se sont appuyées sur du travail gratuit et bénévole de leurs couturières, hein, dont un jeu de passe-passe des frontières où vous êtes bénévole pour votre entreprise qui va ensuite vendre les masques. Enfin, voilà, le ministère du Travail, en situation d'exception, a ouvert la possibilité, tout en disant aux entreprises qui faisaient ça, faites-leur signer quand même des papiers comme quoi elles ne sont pas sous votre subordination quand elles sont en train de faire du bénévolat dans votre entreprise. Donc c'est l'employeur qui fait signer un papier à sa salariée pour lui faire dire qu'elle n'est pas subordonnée. Enfin, quand elle fait du bénévolat dans l'entreprise, je trouve que c'est assez magique comme passe-passe en fait juridique. Hein. Donc mais parce qu'on était en régime d'exception. Donc voilà, il y a eu des enjeux qui ont été soulevés à ce moment-là. Mais il y a en 2018 une grève des stages qui a été menée par des stagiaires qui a fait énormément de bruit au Québec, où les stagiaires se sont mobilisés, ont défilé dans les rues en disant ras-le-bol d'être bénévoles. Tous les services publics dits féminins, la santé, le social, l'éducation, le travail social reposent en grande partie sur du travail de stagiaires non rémunérés, qui sont en grande partie d'ailleurs des femmes. On refuse d'être bénévole, on veut un salaire pour nos stages. Donc il y a eu cette mobilisation qui a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Vous êtes au courant depuis l'été de la mobilisation des compagnes et compagnons d'Emmaüs dans plusieurs communautés d'Emmaüs qui dénoncent et le statut de compagnons et compagnons et les usages qui sont faits de ce statut, avec là aussi tout un jeu d'économie de la promesse, non pas autour de l'emploi mais autour des papiers, qui pose quand même de sacrées questions par rapport au traitement du travail. Donc voilà, on est à un moment donné en fait, et puis évidemment, j'oublie le meilleur pour la fin, mais la mobilisation qui est quand même s'est construite bien en amont des Jeux Olympiques autour de cette interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire que 45 000 bénévoles pour faire tourner, alors ils les appellent volontaires, mais c'est même pas légal parce qu'en fait on a un statut qui désigne ce que c'est que le volontariat en France. Donc aujourd'hui on peut plus jouer avec bénévoles volontaires. Hein. On pourrait juste aussi leur envoyer ça. Il y a 15 ans quand on n'avait pas le statut du volontariat, on pouvait. Mais aujourd'hui, volontaire, ça ne veut pas dire ça. Hein. Volontaire, ça veut dire... un volontaire, en fait, aujourd'hui, c'est dans le service civique et c'est quelqu'un qui a une indemnité, une partie des droits sociaux, etc. Là, c'est pas le cas. On est sur du bénévolat, on ne peut plus classique. Mais volontaire, ça donne l'impression, ça donne le sentiment que les gens ont choisi de le faire. Ça donne une initiative. Hein. Bénévole, évidemment, ça peut renvoyer d'autres choses. Mais ce ne sont pas donc des volontaires, ce sont des bénévoles, même si personne ne les a forcés à être là. Et je pense que toute la mobilisation qui a été portée par les collectifs écologiques comme Saccage 2024 ou le comité vigilance anti-JO qui ont posé cette question de est-ce que c'est bien normal que ces Jeux Olympiques fonctionnent avec 45 000 bénévoles, ont aussi ouvert une brèche. On voit comment les médias s'en sont emparés, on voit comment ça pose des questions aujourd'hui. Et du coup, je pense que pour les syndicats, c'est le bon moment en fait de poser toutes ces questions-là, de sortir de ce que j'appellerais une approche androcentrée du travail. Androcentré, c'est réfléchir à partir d'un sujet neutre qui serait masculin, hein, c'est-à-dire cette idée que le travail, en fait, ce serait juste ce pourquoi on serait rémunéré, ce qu'on ferait en sortant de chez soi, ce serait juste l'emploi. C'est quelque chose qui a été critiqué par les féministes depuis longtemps en disant mais en fait le travail c'est aussi le travail invisible, c'est aussi le travail gratuit, c'est aussi le travail reproductif, c'est tout ce travail qui est souvent assigné par le capitalisme aux femmes et qui est indispensable pour faire fonctionner en fait le capitalisme aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à réfléchir politique, féministe, mais dans un sens large, parce que c'est féministe
c'est un enjeu pour tous les travailleurs et les travailleuses, pas juste pour la question des femmes, à réouvrir en fait notre définition du travail et à penser, je terminerai par cette phrase, il y a Maria Rosa della Costa qui est une féministe italienne des années 70, féministe marxiste, du courant du salaire au travail ménager, qui avait dit, quand on a découvert en fait que la famille n'était pas simplement le lieu de consommation, mais aussi un lieu de production, du travail, de tout un travail gratuit assigné aux femmes par le capitalisme et indispensable au fonctionnement du capitalisme, elle a dit, on a découvert aussi quelque chose de très important, on a découvert que la classe au sens de la classe laborieuse, la classe ouvrière, elle disait même à l'époque, n'est pas constituée uniquement de salariés, elle est aussi constituée de non-salariés. Et ces féministes-là, elles se battaient pour un salaire au travail ménager, un salaire pour la femme ouvrière, mais pas pour donner de l'argent pour le travail domestique, mais pour quelque chose de beaucoup plus subversif. Elles disaient, il faut réunir la classe laborieuse ou la classe ouvrière que le capitalisme a divisée avec ses frontières et la manière dont il invisibilise aujourd'hui toute une partie du travail, et notamment le travail des femmes. Donc il y avait vraiment une volonté subversive de réunir, d'élargir, mais de réunir la classe ouvrière au-delà des frontières qui ont été posées par le capital, c'était leur langage à ce moment-là. Et donc elle disait, c'est la seule véritable perspective révolutionnaire, parce que c'est la seule qui remet tous les travailleurs et les travailleuses ensemble. Je pense qu'il y a un enjeu, on était en 75, il y a évidemment des choses qu'on pourrait rediscuter, mais à minima, je pense qu'il y a un enjeu à reprendre, peut-être pas dans un sens morphologique de rajouter des gens, mais pourquoi pas, on pourrait le discuter à la classe, mais au moins de réfléchir au front de lutte d'où peuvent partir en fait les mobilisations aujourd'hui sur le travail et aux acteurs et aux actrices qui peuvent le porter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci.